ça. Actualité. Jean Lacour au micro. La nuit de Noël est commencée. Lorsque le jour se lèvera demain matin, le symbole de la nativité aura rempli d'espérance une fois encore les chrétiens, tous ceux qui, aux lueurs de la veillée, auront connu la joie des rencontres familiales, amicales. Les nouvelles de France maintenant, depuis une semaine, dans les mines de Decazeville, des hommes font la grève. Ils veulent ainsi protester contre la fermeture des houillères, fortement déficitaires à tel point que le gouvernement a décidé d'en réduire progressivement l'exploitation, Michel Honorin. Oui, cette nuit, ces hommes la passeront dans la mine, vous l'avez dit. Ils ne seront pas seuls d'ailleurs, puisqu'une délégation de paysans de l'Aveyron descendra dans les puits pour y partager la vie des mineurs. De plus, les maires de la région envisagent de démissionner si une solution n'intervenait pas d'ici à mercredi. À ce propos, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié ce soir une mise au point. Oui, en effet, le gouvernement s'efforce d'implanter dans la région de Decazeville un certain nombre d'industries nouvelles. Susceptibles donc d'employer des mineurs des houillères. Exactement cela aussi. Les 8 mineurs qui viennent d'être licenciés des mines de Decazeville seront engagés sous contrat dans les entreprises nouvellement créées. Ces mineurs bénéficient d'une journée de conversion égale à 3 mois de salaire. De plus, leur salaire garanti est égal à 90% de leur ancien salaire de mineur. Donc, cela pendant 2 ans. Les belles années de la mine n'auront duré qu'un court temps. Au sortir de la guerre, de la nationalisation des sociétés minières et de la construction de l'Europe, qui bâtit une politique commune, l'activité du bassin est condamnée selon une programmation qui ne laisse que peu d'espoir aux habitants. Dans un dernier élan de dignité, ils se lancent dans une grève au fond du puits qui durera 66 jours. C'est au musée du patrimoine industriel, à Decazeville, que je retrouve René Tomzac, Michel Herrance et Joël Borne, que nous avions déjà croisés dans le premier épisode. Le plan, il est mis en route. La programmation de la fermeture. Ouais. La programmation de la fermeture des mines en France. Première mine à fermer en France, Decazeville, mine de fond. Passage de De Gaulle le 21 septembre 1961 à Decazeville. On était 150 sur la place de Decazes à peu près à le recevoir. Il a chanté la Marseillaise tout seul avec le maire, Monsieur Rouquette à l'époque. Sur le passage, tous les volets étaient fermés. Le Charles, il a eu... Là, il dit, je ferai. De Decazeville, un désert. Ouais, mais il l'a dit vraiment ou c'est... Si, non, il l'a dit. Ouais, parce que ça, c'est ce qu'on retient comme fait, si tu veux, le fait que les Decazulois aient mal reçu De Gaulle, qu'ils aient fermé tous les volets et tout, on l'a payé derrière, quoi, voilà. Ouais. C'est ce qu'on retient, mais bon... Est-ce que ça s'est Il l'a peut-être pas dit comme ça, mais ouais. Moi je... Non, ces paroles n'ont pas été inventées. Oui, non, mais... il nous ferait payer, quoi, voilà. Oui. Ouais. Decazeville se souviendra de moi, j'en ferai un désert. Ouais. C'est-à-dire que, alors il faut retenir la date. 21 septembre, De Gaulle, 61, passe à Decazeville. 18 décembre, 61. Les 8 premières lettres de licenciement arrivent à Decazeville. Et là, pouf. Le 19, le 19, grève sur le tas. Tous les mineurs. Donc là, c'est une grève qui va durer 66 jours. 66 jours, ouais. Sur place. Est-ce qu'on a espoir d'en obtenir quelque chose de cette grève? C'est-à-dire qu'à l'époque, il était question de fermer purement et simplement, sans indemnisation. Donc, on vous met dehors, merci messieurs, allez vous faire voir ailleurs. Et sauf que ce combat, on peut dire, il n'a pas empêché la fermeture des mines. Il a retardé l'échéance pour Decazeville en 1966, mais on a quand même licencié à ce moment-là 1500 mineurs sur Decazeville, ou reclassés. Mais moi j'appelle ça des licenciements. Cette grève de 1961, c'est le Ruthénois Christophe Ribeiro qui l'a documentée récemment pour en écrire une pièce de théâtre intitulée « Jusqu'aux cerises s'il le faut »,
qui sera joué cet été 2022 à Rodez et début 2023 à Decazeville par la grande troupe d'amateurs de Rutten en Seine. C'est avec lui que je brosse ce grand événement de l'histoire du bassin qui sonne aussi le glas de l'activité minière en Aveyron. J'ai eu envie d'en savoir plus donc sur cette période et notamment sur la période récente parce que voilà, encore une fois, c'est parce que vraiment elle est encore ancrée dans les esprits des gens, dans les cœurs des gens, puisque c'est quand même troublant de voir des gens qui étaient enfants à l'époque et qui se rappellent de tout ça. Donc vraiment aller fouiller. Dans cette histoire, il y avait un travail, non pas d'historien, mais un travail de recherche, mais qui était tellement proche qu'on avait l'impression quand même de toucher du doigt la réalité actuelle. Donc il y avait vraiment un trait d'union. Ces 60 ans finalement, c'est rien du tout et c'est encore parfaitement présent. Donc la Grande Grève à cheval entre les années 61 et 62, 1961-1962. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors ? Alors ça couvait quand même depuis longtemps. Il y avait déjà eu des grèves très très violentes en 1948 qui avaient été terribles avec des gens qui ont été mis en prison même dans le bassin. Et depuis ça couvait. Alors en fait tous les mineurs savaient plus ou moins qu'à plus ou moins court terme les choses étaient déjà réglées puisqu'il y avait c'était la création de l'Europe et donc il y avait eu le plan Jeanneney qui avait été décidé avec charbon, acier, avec l'Allemagne. Donc petit à petit tout le monde savait bien que les mines à terme étaient condamnées. Il y a eu un moment, les choses ont commencé un petit peu à monter, non pas tellement au niveau syndical, mais plus dans le cœur des gens. Et à un moment, il y a eu une série de lettres de licenciement qui ont été envoyées à 8 personnes. Et là, ça a été vraiment des lettres, un licenciement qui avait vraiment des arguments tout à fait discutables. Et là, ça a été l'étincelle que tout le monde, non pas attendait, mais craignait même plutôt. Et là, tout le monde s'est fédéré du jour au lendemain et la grève s'est décidée sur le tas par les gens. Les syndicats ont rapidement, bien sûr, rejoint le mouvement et l'ont épaulé énormément, mais à l'origine, c'est pas une décision syndicale, ça s'est fait spontanément. Combien ils étaient les mineurs à ce moment-là à travailler ? Alors, il y avait à peu près 1500 au fond et 500 au-dessus. Et puis, il y avait toute la métallurgie. Puis il y avait aussi la centrale de Boisse-Panchaud, il y avait toute une économie qui tournait autour. Et quand la grève s'est déclenchée, ce n'est pas que les mineurs de fond qui se sont arrêtés. Les métallos se sont arrêtés, absolument tout. On me l'a confirmé il n'y a pas longtemps, jusqu'au chauffeur du directeur de Decazeville, qui lui-même s'est arrêté et a décidé lui aussi de faire une grève sur le tas comme les autres, dans le garage ou dans le sous-sol du directeur des houillères. D'accord, donc ils savaient que s'ils acceptaient ces premiers licenciements, c'était le début d'une spirale qui allait tous... Disons qu'il y avait une angoisse globale qui était là. Ils sentaient bien que les choses étaient déjà réglées. Mais là, vraiment, il y a eu un sentiment d'injustice, un sentiment vraiment de maintenant, on ne peut plus le tolérer, quoi. Voilà, on ne peut plus le tolérer. Et tu parlais des syndicats, donc ça ne vient pas forcément d'eux. À quel point ils étaient importants, les syndicats, à ce moment-là ? Les syndicats, à l'époque, dans le bassin, c'était quelque chose, notamment la CGT en premier, mais les gens étaient extrêmement politisés. Extrêmement politisés, CGT, les autres aussi, CFTT, je ne veux pas tous les citer, FO, mais aussi le Parti communiste qui était extrêmement présent. Et on voit les jeunesses communistes, dont on ne parle plus de nos jours, mais à l'époque étaient extrêmement importantes. Et donc, oui, tout ce côté politique, ce climat politique était fondamental. Quasiment tout le monde était vraiment orienté gauche, rouge. D'entrée, la décision est prise immédiatement de cesser totalement le travail, donc l'extraction, la métallurgie, tous les bureaux, avec immédiatement occupation
du lieu de travail et notamment occupation du fond. Donc 1500 mineurs qui ont décidé d'occuper le fond pour bloquer absolument tout. Et puis aussi, vu le côté, il y a le côté symbolique d'occuper le fond comme ça, c'est quand même une nouveauté. Ça a été le premier pas. Donc après, les discussions, ils ont essayé d'avoir des discussions qui étaient immédiatement bloquées avec la direction. Le préalable, c'est ce qui a été répété pendant les 2 mois. Le préalable aux discussions, c'était l'arrêt de la grève. Et donc il y avait, ça butait complètement des 2 côtés, puisque on ne pouvait pas s'entendre sur ce premier point de désaccord. Donc chacun était droit dans ses bottes et refusait de bouger. Mais est-ce que dès les premiers jours, ils s'attendent à une grève aussi longue ? Probablement pas, en tout cas la plupart non. La plupart non, ils espéraient que ce soit quand même beaucoup plus rapide. Mais ils savaient dès le début que ce serait difficile d'obtenir quand même des choses tangibles et intéressantes. Petit à petit, il a fallu un petit peu se résigner. Ce qui a déjà été dur pour eux, ça a été de passer le Noël au fond. Ça, c'était déjà symboliquement très très difficile, et être loin de ses enfants, loin des familles, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et puis après, les jours s'enchaînaient, et puis à la longue, le moral commençait à diminuer. Mais au départ, ils étaient vraiment tous quand même très très solides pour affronter ce combat qui était vraiment pas simple. Qu'est-ce qu'ils demandaient, eux, concrètement ? Alors la grande idée, c'était d'espérer, pour les mineurs en tout cas, d'empêcher la fermeture. Mais c'était, en fait, tout le monde savait très bien, c'était une demande à laquelle il ne pouvait pas y avoir une réponse favorable, ça c'est sûr. Par contre, du coup, c'était d'obtenir au maximum, dans un deuxième temps, des aménagements sociaux au niveau de leurs conditions de retraite. Ils avaient quelques avantages sociaux, mais l'idée était d'en avoir un petit peu plus. Et puis essayer d'obtenir aussi quand même qu'il y ait du travail sur place, qu'il y ait une reconversion qui soit faite correctement, faisant venir d'autres entreprises, etc. L'histoire a montré qu'il y en a beaucoup qui ont été fantaisistes de ces reconversions, comme les gens le craignaient, et avec des entreprises qui sont venues, qui sont reparties aussi secs, donc ça a été très compliqué. Mais il y avait un fantasme de lutter pour la mine, du travail pour nous, ne fermez pas les mines. Au fond d'eux, les gens savaient que c'était cuit. C'est ça qui est assez... Ça a un côté baroud d'honneur, cette grève. Les gens se sont battus avec l'énergie du désespoir, même à la fin, et en sachant pour autant qu'il y aurait bien peu à gagner. Et quelque part, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que est-ce que c'est parce qu'on n'a aucune chance qu'il faut pour autant ne rien faire ? Je crois pas. Et là, je crois qu'ils nous ont donné une belle leçon, pourtant. Tu parles du Noël, donc ils ont passé au fond de la mine. Concrètement, comment elle se passe cette journée ce réveillon du 24 et peut-être la journée du 25 dans les recherches que tu as faites ? Alors, l'idée a quand même été d'en faire quelque chose de pas trop tristouné, parce que déjà l'ambiance n'était pas très bonne, parce qu'il ne faut pas oublier que ils ne savaient pas pour combien de temps ils étaient là, et puis l'argent manquait évidemment, comme dans toute grève, donc c'était pas facile. Mais ils ont quand même eu, pour la plupart, ils ont tenu à faire quand même quelque chose d'un peu festif. Donc il y a eu quelques morceaux, quelques sapins qui sont descendus en bas. Il y en a eu aussi sur le carreau de la mine. Et puis, bien sûr, quelques bouteilles, un petit peu à manger. Mais personne n'est descendu. Les familles ne descendaient pas. Les femmes, les enfants, jamais n'avaient pas le droit de descendre à l'intérieur. Donc ça s'est fait entre hommes. Et il y a eu cet événement très marquant de la messe qui s'est faite au fond, avec 4 ecclésiastiques, on m'a dit 4, d'après ce que j'ai retrouvé, qui sont descendus à différents endroits de la mine pour que les gens puissent tous voir, puisqu'il faut imaginer le gruyère que c'était en dessous. Et donc il y a eu cette messe de minuit qui a été faite,
où, d'après ce qu'on peut dire un peu partout, même les gens qui étaient anticléricaux, communistes purs et durs, ont assisté, par respect aussi pour ces curés qui sont descendus et qui sont allés se salir leurs godasses pour les soutenir dans le combat. Est-ce qu'il y avait un relais un peu? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de remonter à la surface de temps en temps, les grévistes? Ouais, ils pouvaient remonter à peu près une fois par jour. Il y avait un petit circuit comme ça, déjà pour aller chercher un peu les victuailles. Hein. Les femmes venaient. J'ai parlé à des enfants maintenant qui sont un peu âgés, qui se rappellent être venus avec la gamelle pour le papa, et donc le père arrivait. Il fumait une cigarette, parce qu'en bas on n'avait pas le droit de fumer, évidemment à cause du grisou. Il y en a qui chiquaient. Hein. Mais sinon, quand ils arrivaient en haut, à l'époque, tout le monde fumait. Ben là, tout le monde s'allumait la cigarette. Ils faisaient le bisou à la famille. Ils discutaient un petit moment. Des fois, ils se mettaient un petit coup de rasoir s'ils pouvaient dans un coin et tout. Et puis après, on disait bonsoir et puis on repartait au fond. Donc il y avait ce petit roulement qui se faisait. Mais l'idée, c'était quand même que le symbole devait vraiment rester au fond. Ils n'auraient pas pu... Ça aurait été risqué, par exemple, de dire tiens, pour Noël, on rentre tous dans les familles et on revient demain, parce qu'à ce moment-là, ce qui craignait aussi, c'était que l'entrée des mines soit fermée après par la police ou autre et qu'ils ne puissent pas redescendre. Donc il fallait vraiment rester au fond jusqu'au bout. Et puis il faut bien passer Noël au fond, c'était un symbole aussi. Et pendant ce temps, à la surface, il se passe quoi? Les femmes, les enfants, comment ils participent? Et la ville, comment ils participent à cet effort-là? Alors c'est venu petit à petit, parce qu'au début on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Alors déjà tout le monde est dans l'angoisse, ça c'est sûr. Tout le monde est dans l'angoisse. Les jeunes qui étaient donc très politisés ont réagi assez rapidement. Il y en a qui ont entamé une grève de la faim entre Noël et Jour de l'An. On leur a dit tout de suite d'arrêter, mais des jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans, qui ont commencé comme ça, on leur a dit non, surtout pas. Et puis après, il a fallu s'organiser, parce que il fallait quand même que la nourriture puisse arriver dans les maisons. Il n'y avait plus beaucoup de sous. Petit à petit, il a fallu donc que les gens s'organisent, aillent demander le soutien des comités agricoles qui leur ont amené des pommes de terre, des choux, tout ce qu'on peut imaginer. Après, il y a même eu des quêtes qui ont été faites dans tout le département et même bien au-delà. Hein. Les gens partaient jusqu'en Corrèze pour aller chercher des choses comme ça, dans le Lot, Montpellier, Nîmes. Et petit à petit, il y a eu toute une espèce d'armée qui s'est faite comme ça, en haut, parce qu'il fallait quand même nourrir toutes les femmes, tous les enfants, en plus des hommes au fond, bien sûr. Et donc toute cette armée s'est mise en place, et forcément avec sous la houlette aussi des syndicats qui, eux, étaient déjà très organisés. Donc tout ça s'est fédéré pour créer une armée unie, et où les femmes ont joué largement leur part. Est-ce que c'est pendant cette grève qu'elles manifestent à Rodez? Exactement. Alors les femmes elles ont fait il y a eu une première manifestation de femmes où on voit les archives sur l'INA, où elles défilent très dignement, en silence, ou presque, en tout cas pas la moindre invective, pas de violence et tout, et où elles sont montées en car. Elles étaient nombreuses, je crois qu'elles étaient entre 5 et 10 000. On les voit remonter l'avenue Victor Hugo. Absolument. Après, elles passent devant le palais de justice. Et donc, les femmes, absolument, étaient tout à fait partie prenante. Il y a même eu un comité de femmes qui sont montées à Paris jusqu'au ministère. On a retrouvé une photo au siège des archives départementales à Saint-Denis, où on voit les femmes avec leur foulard, où c'est marqué mine de grève, et qui sont reçues au bureau national de la CGT à Paris. Elles ont fait l'effort de monter, et là, faut bien le dire, pour pas grand-chose. Justement, quel était l'écho national de cette grève? Alors, très, très rapidement, ça a commencé à faire du bruit.
Alors à l'époque, évidemment, au niveau télévision, il n'y avait pas grand-chose. Mais par contre, au niveau de la presse, on voit quand même, on arrive à retrouver pas mal d'articles. Radio aussi, on voit pas mal de choses. C'est pratiquement tous les jours, on en parlait un petit peu, cette grève des mineurs. Et notamment, ce qui avait vraiment marqué apparemment les médias, c'était vraiment cette occupation du fond. Ils auraient juste fermé les mines, ils auraient été chez eux, mais l'occupation du fond, vraiment, ça a été quelque chose de marquant. Alors pour la petite histoire, il y a eu aussi, c'est important parce qu'après, il y a eu une réaction qui a été déclenchée. Il y a Paris Match qui était venu faire un reportage au moment du jour de l'an, et sur les photos dans ce fameux Paris Match, on voit au fond des bouteilles alignées, puis les gars qui ont profité un petit peu de la soirée quand même, ce qui est quand même bien normal. Et dans le texte, il est un peu sous-entendu que finalement, ils sont pas si malheureux que ça. Donc ça a été très très mal perçu, notamment par les jeunes qui, lors d'une des manifestations, ont récupéré les 500 exemplaires de Paris Match qui traînaient dans le bassin et les ont brûlés devant tout le monde en signe de désapprobation. L'ambiance au fond de la mine pendant la grève, elle était comment? Tu as retrouvé des traces, toi, au-delà du fait qu'ils n'avaient pas l'air si malheureux que ça? En fait, oui, ils n'avaient pas l'air si malheureux sur les photos, hein, voilà. Mais sinon, en fait, ils s'ennuyaient à 100 sous de l'heure. C'est ça le plus dur, c'est-à-dire jouer aux cartes, ça va bien un petit moment, mais enfin, toute la journée, on les voit quand même, certains dormaient carrément que sur de la paille. Il y en avait quelques-uns qui avaient la chance d'avoir une espèce de paillasse avec un chambranle en bois, mais la plupart, il y en a beaucoup qui étaient carrément sur de la paille. Donc, ils tournaient en rond, qu'est-ce qu'on peut faire de là? Quand on a fini de se dire 3 bêtises, après, c'est terminé. Donc, c'était quand même tristouné, hein, ils s'embêtaient, et puis ils voyaient bien que ça n'avançait pas, hein, aussi au niveau de la grève. Les familles manquaient. Quand ils remontaient, ils avaient des fois les enfants qui étaient malheureux, qui étaient tristes. Papa, on veut que tu reviennes à la maison. Et puis après, on redescend tout seul dans sa galerie le soir. Quelques jours, c'est déjà pas facile à vivre, mais enfin, quand on imagine qu'ils ont tenu 66 jours comme ça, c'est quand même dur, hein. Donc bon, il y avait ce qui les aidait beaucoup, c'est cette solidarité entre mineurs. Ça, quand on parle aux gens qui ont connu ça, les gens, ils en parlent avec les yeux qui brillent, quoi. C'est-à-dire que vraiment cet esprit de corps, on sentait vraiment une force entre eux. C'était vraiment des équipes extrêmement soudées. Et, beaucoup de respect, quels que soient les défauts des uns et des autres. Voilà. Beaucoup de respect, et puis des relations assez viriles. Hein, ce qui est au fond reste au fond. Hein, voilà. Mais voilà, avec vraiment un esprit de corps. Hein. C'était vraiment important. Et ça les aidait. Au moins, ils étaient unis dans le combat. Et c'est vrai que sinon, il faut s'imaginer 66 jours dans un trou. Hein. À manger sa petite gamelle froide, un petit bout de soupe et un œuf, c'est difficile. Comment elle se termine cette grève alors? Alors, les discussions n'avancent absolument pas, jamais, malgré pourtant des manifestations importantes, puisqu'il y a eu quand même 50 000 personnes qui ont défilé rue Queyras de Casseville, hein, le 26 janvier, des gens qui venaient de partout, de tout le département. Il y a des délégations qui sont venues de différents endroits en France. Et bien, malgré ça, le ministère oppose une fin de recevoir aux revendications des grévistes et exige, comme toujours, l'arrêt de la grève en préambule aux discussions. Donc, ils se trouvent dans une situation où soit ils abandonnent, mais en n'ayant strictement rien obtenu, soit ils passent à une autre étape du combat que pour l'instant les syndicats avaient refusé. Tout ça avec des raisons humaines, hein, évidemment, c'était pas un refus politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fameuse grève de la faim qui va être mise en place pour essayer de tenter un peu le va-tout, quoi, de faire quelque chose. Donc les jeunes avaient déjà fait une petite grève de la faim. C'est un petit peu eux, certainement, qui ont un petit peu mis la puce à l'oreille. Et là, ils se sont dit, puisqu'on n'arrive à rien, on va aller jusqu'au bout.
Et donc il a été décidé d'en arriver à se mettre en danger sur un plan de la santé et de partir sur ce principe-là. Donc là, c'est le point d'orgue de la grève qui aurait pu être beaucoup plus dramatique d'ailleurs, mais c'est vraiment le point d'orgue de la grève où il décide ça. Et donc, il décide de faire un tirage au sort, bien sûr, parce que parmi des volontaires, et ils se sont trouvés à plus de 400 volontaires, en sachant qu'ils voulaient avoir seulement 20 grévistes de la faim. Et après, éventuellement, quelques remplaçants pour essayer de tourner. Donc, 400 personnes qui étaient volontaires, ce qui est énorme quand on imagine qu'il y avait 1500 mineurs au fond. Donc, a eu lieu un tirage au sort sur le carreau de la mine avec un jeune homme qui, de sa main innocente, tirait les papiers dans l'urne. Alors, la petite histoire raconte, mais on m'a confirmé que c'était vrai, que certains mineurs particulièrement déterminés ont mis plusieurs papiers avec leur nom pour espérer être tirés à l'intérieur. Et alors, une chose qui a été extrêmement touchante, c'est que on voit sur des photos ce jeune homme qui a la main plongée dans l'urne, et dès le début où on a commencé à travailler sur le spectacle, je me suis dit, ce jeune homme, il y a toutes les chances qu'il soit encore parmi nous, il faudrait le retrouver. Et il a fallu 1 an et demi pour retrouver ce monsieur, et finalement on l'a retrouvé, et il nous a accordé une interview, et c'était très émouvant. Il était jeune, il avait 8 ou 9 ans, mais il se rappelle être debout sur ce tas de charbon face à tous ces mineurs et leurs familles, dans un silence assez maniacal. Tout le monde était quand même très anxieux parce que les femmes se disaient, si mon mari est tiré au sort et s'il laisse sa peau ou s'il tombe malade, ça va être terrible. Et lui sortait les papiers et comme il dit, il était heureux de ne pas les lire parce qu'il n'aurait pas réussi à prononcer le moindre mot. Elle dure combien de temps cette grève de la faim alors? Ils vont tenir à peu près 14 jours. Je crois que c'est ça, 14 jours. Et petit à petit, il y en a qui résistent mieux que d'autres, évidemment. Mais petit à petit, ils vont être emmenés les uns après les autres à l'hôpital. Il y a encore à la SPIB de l'ambulance qui a amené les grévistes de la faim à l'hôpital. Et ils étaient surveillés par un médecin, par des infirmières. On essayait de gérer au mieux leurs problèmes. Mais de toute façon, quand on mange pas, on mange pas. Donc au bout d'un moment, ils avaient de plus en plus de soucis médicaux. Et puis ça n'avançait toujours pas. Il y avait toujours aucune avancée. Cette grève intervient dans un contexte général, français, européen et même mondial. On était en pleine guerre d'Algérie, on était vraiment l'OAS qui faisait sauter des bombes partout. Et la France des 30 Glorieuses a lancé à cette période-là, pile, le paquebot France. Et à un moment, les grévistes de la faim, on leur a apporté une télévision qui avait été prêtée par quelqu'un. Et un des grévistes racontait dans une interview qu'il voyait donc le reportage sur le paquebot France et notamment les cuisines avec les serveurs qui défilaient avec des faisans, des terrines, tout ça. Et eux regardaient ça alors qu'ils étaient en pleine grève de la faim. Je trouve que le parallèle entre les deux images est assez saisissant. Et donc, comment on arrive à la fin de cette grève de ces 66 jours ? En fait, voyant qu'on n'avançait plus beaucoup et que ils n'avançaient pas et que la santé des mineurs déclinait, c'était pas tenable. Et au bout d'un moment, c'était plus tenable. Et en fait, après, c'est monsieur Raymond Barre qui est venu à Rodez et qui a dit que voilà, il acceptait l'ouverture des discussions. Bien sûr à la condition de l'arrêt de cette grève de la faim. Et donc voilà, très rapidement les choses se sont mises en place. Certains étaient particulièrement furieux d'arrêter cette grève, considérant qu'il fallait continuer parce que de toute façon ils n'obtiendraient pas grand-chose, ce qui a été un peu le cas. Mais il n'était plus possible de mettre la vie des gens en danger. Donc, à un moment, 2 mois, c'était 2 mois de grève, dont 15 jours de grève de la faim. Ça devenait intolérable.
Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Bon, quelques petites avancées sociales, là c'est des valorisations de retraite, des petites choses comme ça. Mais enfin, c'est très à la marge. C'est très à la marge. Et puis de toute façon, il a été acté que les mines fermeraient en 65, en dehors de la découverte, qui a continué, mais tout le fond était fermé. Et donc là, après, il a fallu petit à petit que les gens s'expatrient. Il y en a beaucoup qui sont allés travailler à Carmaux, il y en a qui sont allés vers Saint-Étienne, un peu partout dans le nord, et puis ou des reconversions. Mais petit à petit, les choses étaient actées. René Tomzac, 66, on ferme les puits de fond. Ordre a été donné de tout raser. On filait les wagonnets dans les treuils, tout, pour boucher les puits. Alors on a reclassé à Vieille-Montagne, on a reclassé à Marcillac, on a reclassé à la Mure, à Carmaux. Deux, trois Ouais. boîtes de reconversion. Ouais. Oui, boîte de reconversion, les amis de mes amis sont venus parce on leur payait le salaire des mineurs qui reprenaient pendant 2 ans. Donc, Oui, et, ça les intéressant. ça les intéressait. Et puis, il y a eu un autre problème à ce moment-là. 62, Algérie, les rapatriés prioritaires sur les emplois. Mon père, en 13 mois, a déménagé 8 fois. Ah ouais. Ouais. C'est à partir des années 80, vraiment. Bon, si, il y avait quand même une petite érosion. Hein. Ouais. Mais j'ai plus trop les chiffres en tête, mais en 80 encore, à Decazes, il y avait 10 000 habitants, à peu près, 9-10 000. Et c'est à partir des années 80, avec la fermeture de la sidérurgie et les milliers d'emplois, si tu veux, de la métallurgie aussi, qui ont disparu. Et là, depuis, on est sur la courbe descendante, quoi. Voilà. 84 et 87, le dernier au fourneau ici. Fin des années 80, il y a à peu près 2000 emplois qui disparaissent entre Vieille-Montagne et ici, quoi. Même plus. Et si, il y en a 350. 350 à Valorec. 700 à Vieille-Montagne et là, 600 à peu près, quoi. Ouais. Ça fait 2000 à peu près. Ouais. Non, mais bon, après... Et plus les emplois induits. Je me rappelle, oui, alors voilà, mes emplois directs, quoi. Bon, et après, derrière, il y avait des sous-traitants, parce qu'il y avait beaucoup de petites entreprises qui travaillaient. Derrière un emploi industriel, je crois qu'on dit, ça représente 3 emplois supplémentaires, quoi. Voilà. Et donc là, ces fermetures des années 80, elles répondent à quel contexte, là? On est où en termes de contexte économique et national, international? National, on est bien, hein. National, les années 80, on est bien. Hein. Ouais, on est bien, mais sauf que c'est la sidérurgie française qui est condamnée. Ah, ben oui, mais voilà. Parce que le plan CK prévoyait la fermeture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Dunkerque, oui. Un peu à Fosse, non? Dunkerque et Fosse, c'est tout. Ouais. Tout ce qui reste. Voilà. Et on a flambé toute la sidérurgie française. Ouais, c'était plus ou moins programmé. C'était programmé. C'est un plan européen. Hein. C'était un plan européen. Voilà. La dernière mine qui a fermé en France, c'est la Houve, en 2003. Comme la découverte ici à Decazeville. Ouais. Decazeville a fait partie des pôles de reconversion. Je me souviens plus dans le détail, il devait y en avoir une dizaine en France, quoi. Ouais. Alors il y avait beaucoup d'aides européennes, d'aides nationales, mais le problème c'est que voilà, il y a eu tout un tas de chasseurs de primes qui sont venus sur Decazeville, on me les appelle comme ça, quoi. Il y avait des aides, si tu veux, à la reconversion, à la création d'emplois. Donc ça veut dire que dans toute cette décennie-là encore, il y a des faux espoirs un peu? Ah oui, beaucoup de faux espoirs, beaucoup de faux espoirs, parce que moi, pour l'avoir couvert professionnellement, ça débutait déjà avec la venue de Mauroy, quand il est venu à Decazeville. Il nous a fait plein de grandes annonces. Il nous annonçait une entreprise qui travaillait justement dans l'automobile pour Renault, qui n'a jamais existé. Il nous a fait plein d'annonces. Après, il y a Chérec qui est venu. Et en fait, il n'y a rien eu derrière, quoi. Bon, voilà, c'était du bluff politique. Et comme ici c'était une terre de gauche et donc la gauche était au pouvoir, ils étaient obligés
de nous faire des effets d'annonce. Bon, ben, sur le moment, quand tu es pris dans le mouvement, tu y crois dur comme fer. Le Premier ministre, il vient, il te dit à Decazeville, mais je ne vais pas vous laisser tomber. Vous allez voir, je vais vous créer 1200 emplois. Ben, tout le monde a titré, 1000 emplois nouveaux créés à Decazeville. L'exploitation de la découverte continue. Oui, jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001, il y avait du monde encore là. Oh non, à la fin, il restait quoi, 100, l'effectif diminuait, Voilà. n'était pas remplacé. Petit à petit, il faisait des pardages, mais bon, il restait quoi, 100, 150 mineurs. Et la programmation de fermeture, là aussi, était... Ouais, voilà. Ouais. Enfin, ils ont retardé l'échéance plusieurs fois. Hein. En fait, il n'y aurait pas eu la grève des mineurs, on peut dire, dans les années 60. Je pense que tout aurait fermé dans les années 80. Hein. Ouais, oui. Voilà. Ouais. Parce que chaque fois, ils disaient « Ah, il n'y a plus de charbon à Decazeville ». C'est complètement faux. Parce que chaque fois, ici, le bureau d'études, les gars qui faisaient des recherches géologiques, ils disaient « Mais attendez, vous avez vu, on a une veine là, on a une veine là, et il y a encore plein de charbon partout, quoi. » Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de toutes ces recherches, et qu'est-ce que tu as envie de partager via ton texte ? Christophe Ribeiro. C'est une histoire d'homme, et quand je dis homme, je mets avec un H majuscule. C'est ça qui vraiment m'a plu, donc homme, femme, enfant, c'est une histoire humaine. Voilà, c'est vraiment ça. On sent tout le temps, quand on le lit, quand on en parle aux gens qui ont vécu ce moment-là, c'est cette patte humaine qui était parfaitement associée, unie, dans quelque chose qui les dépassait. Ils ont mené un combat, et le mot combat est peut-être même exagéré, une lutte dans la dignité, sans violence, en organisation, avec honneur. C'est ça, c'est une aventure humaine, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et donc, si tu devais avoir un mot sur le spectacle, vraiment le rendu, puisque vous vous apprêtez à le jouer, vous êtes en pleine répétition, enfin vraiment ton texte prend forme. On revient un peu à l'idée de l'aventure humaine, puisque l'idée c'était surtout pas d'en faire une pièce petite. Il fallait qu'il y ait du souffle pour raconter une histoire comme ça, il fallait qu'il y ait une ampleur. Nous, à notre petite manière, on essaye de reproduire une aventure humaine, puisqu'on est 50 comédiens sur place, en plus des techniciens, tout ça, on sera 70 personnes à travailler là-dessus. Et justement, c'est peut-être la dernière question que je voudrais te poser. Tu parles donc de tous ces gens qui vivent encore et qui vivent avec ces souvenirs et cette histoire dans la peau. C'est d'autant plus exigeant. Il y a une responsabilité, hein. Ça c'est certain. Faut pas trahir cette mémoire-là. Ça, c'est le gros écueil. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré à l'histoire du bassin minier de Decazeville. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode. Que reste-t-il de cette histoire ? Comment est-elle transmise au sein des familles et sur le territoire aujourd'hui ? On en parle dans le prochain épisode. Vous pouvez dès à présent réécouter le premier épisode de la série et retrouver tous les précédents podcasts de Finta sur le site www.fintapodcast.fr, me retrouver sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Si vous aimez Finta, dites-le autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter pour que le podcast continue son bonhomme de chemin. À très vite.